Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler du paragraphe 1.5 qui s'appelle choix de jauge, potentiel de jauge, qui est contenu dans ce cours Introduction à la géométrie et la topologie des espaces fibrés en physique. C'est la version du 4 novembre 2020. Voilà, donc on va au paragraphe 1.5 à la page 17. Donc le fichier PDF se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger et le consulter. Vérifiez bien la date du fichier. Donc le sujet de ce paragraphe est de décrire les objets géométriques que l'on a vus jusqu'à présent, mais de façon quantitative. Donc jusqu'à présent, nous avons considéré une surface lisse dans R3 et décrit sa géométrie. Plus précisément, nous avons décrit la notion de dérivée covariante et de transport parallèle d'un vecteur ou d'un champ de vecteurs le long d'un chemin. Et lorsque ce chemin se referme, nous avons parlé de l'holonomie du chemin. Et dans ce paragraphe, le but, c'est de calculer l'holonomie, qui est un angle, l'angle de Foucault, de façon pratique. Et donc avec des chiffres et des formules. Et pour ça, il va falloir explicitement décrire la surface par rapport à un système de coordonnées, décrire le champ de vecteurs dans un repère, etc. Et il va falloir faire tout ça. Donc en fait, c'est un paragraphe assez technique, mais que vous pouvez sauter, il n'est pas nécessaire pour la suite du cours. Voilà, à la fin de la section, on aura une formule explicite qui ressemble à celle qu'on trouve en physique et qui donne explicitement l'holonomie, donc la phase de Foucault le long d'un chemin fermé par une formule numérique. Bon, on commence, il y a quelques paragraphes. Le premier, c'est la notion de choix de jauge. Donc, si on considère une surface dans R3, ici dessinée en noir, et sur cette surface, un petit domaine, ici c'est le domaine hachuré appelé U. Et dans ce domaine, on va définir ce qui s'appelle un choix de jauge. C'est que pour tout point X dans le domaine, donc tout point X sur la surface mais inclus dans ce domaine U, comme ce point X ici, on considère l'espace tangent, ici en bleu, vous voyez, c'est le plan tangent à la surface au point X, qu'on note Tx de S, qui est le plan tangent à la surface au point X, et que par commodité, on a représenté au-dessus, c'est le même plan. Et sur ce plan, on prend deux vecteurs unitaires et orthogonaux qui forment une base orthonormée du plan, qu'on appelle R1 et R2 de X. Donc ici, on les a représentés. Donc le plan tangent a une origine qui est le point X lui-même. L'origine est appelée 0. Et donc, dans ce plan, on a choisi arbitrairement une base orthonormée de deux vecteurs unitaires qu'on appelle R1 de X, R2 de X. Voilà. Et bien, ce choix d'une base orthonormée, autrement dit d'un repère, c'est ce qu'on appelle un choix de jauge. Et on ne l'a pas dessiné ici, mais il faut faire ce choix pour tous les points X. Autrement dit, un repère, il faut faire le choix d'un repère dans chaque plan tangent pour tous les X du domaine U. Et on dit qu'on a fait un choix de jauge sur le domaine U, du fibré tangent. Ce qu'on appelle le fibré tangent, c'est l'ensemble des plans tangents à la surface. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de ce choix de jauge? Maintenant, c'est que si vous prenez un vecteur tangent arbitraire comme ce vecteur vert ici, U de X, un vecteur tangent à la surface au point X, eh bien, comme ce vecteur tangent appartient à l'espace tangent, il est représenté là, et comme le choix de jauge nous a donné une base, enfin avec le choix de jauge on a choisi une base orthonormée R1, R2, eh bien le vecteur se décompose de façon unique dans cette base comme combinaison linéaire des vecteurs R1 et R2 avec des composantes, des nombres réels qu'on va appeler
U1 et U2. U de x s'écrit donc comme U1 fois R1 plus U2 fois R2, avec des composantes U1 et U2 qui sont des nombres réels qui bien sûr dépendent du point x. Voilà, si on a un champ de vecteurs U, eh bien les composantes vont dépendre du point x et on va appeler ça les composantes. Maintenant, avant de continuer, je voudrais expliquer comment on peut, au lieu d'utiliser des composantes réelles U1 de x et U2 de x pour le champ de vecteurs, utiliser une seule composante complexe, qui sera U1 de x plus I fois I2 de x. Mais je dois d'abord expliquer comment c'est possible de faire cela. Alors attention, ça va être aussi un petit peu technique, mais pas compliqué du tout. Donc il faut introduire ce qui s'appelle une structure complexe. Voilà, c'est schématisé par ces dessins-là, mais j'explique ça calmement. Donc sur chaque espace tangent, qui est donc un plan de dimension 2, le plan tangent à la surface à un point x donné, c'est représenté ici par ce plan ou par ce plan. Et bien dans chaque espace tangent, on définit une transformation linéaire, un opérateur linéaire qu'on va appeler Jx, qui donc va de l'espace tangent dans l'espace tangent, et qui est défini de la façon suivante. Il transforme le vecteur R1 en le vecteur R2, autrement dit R1 devient R2, et R2 devient moins R1. Donc R2 ici, vous voyez, devient moins R1. Autrement dit, dans ce schéma, la transformation J de x, c'est une rotation de plus pi sur 2 dans le sens direct. Et elle vérifie que J composé deux fois est égal à moins l'identité. En effet, si on part de R1 et qu'on applique J, on obtient R2. Si on applique encore J, on obtient moins R1. Donc R1 est devenu moins R1 après l'application deux fois de J. On dit que J composé deux fois est égal à moins l'identité. C'est vrai aussi partant de R2. Partant de R2, on obtient moins R1, puis ensuite moins R2. Vous voyez? Autrement dit, c'est une rotation de pi qui est égale à moins l'identité. Voilà, et bien grâce à cette transformation linéaire qu'on appelle une structure complexe, c'est-à-dire cette rotation de pi sur 2 est définie sur chaque espace tangent, et bien on va définir ce que c'est que multiplier un vecteur par le nombre i complexe. Et tout simplement, pour tout vecteur tangent u, et bien on définit par définition, on dit que i, le nombre complexe i fois u est égal à j appliqué à u. Voilà, donc par exemple, I fois R1, ce sera R2. Ainsi, avec cette convention, donc par convention, on dit qu'on a mis une structure complexe sur les espaces tangents. Et bien avec cette convention, partant du vecteur U quelconque, rappelez-vous qui se décompose comme dans la base R1, R2, la base orthonormée R1, R2 avec des composantes réelles U1 et U2, donc U1, R1 plus U2, R2, on remplace R2 par I fois R1, ça nous fait U1 R1 plus U2I R2, U2I R1. Là, on peut mettre R1 en facteur, et ça nous fait un nombre complexe fois R1, et ce nombre complexe, c'est U1 plus I U2. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait. Donc à la fin, on obtient que U, à partir du seul vecteur R1, c'est R1 fois un nombre complexe psi de x, qui est, comme on pouvait l'imaginer, U1 plus I U2. Voilà, et pour simplifier dans la suite, au lieu de l'appeler R1, on va l'appeler R tout simplement. Donc finalement, on se retrouve avec le plan tangent et un choix de base qui n'est pas fait de deux vecteurs, mais d'un seul vecteur. On dit que la base, c'est un seul vecteur, et les composantes sont des composantes complexes. Donc ce vecteur U sera obtenu à partir du vecteur R en multipliant par le nombre psi, comme c'est écrit là. U, ce sera psi de x fois R de x. Et dans cet exemple, vous voyez que pour passer de R à U, il faut tourner de l'angle pi sur 4 et multiplier la longueur par 2 à peu près. Donc dans cet exemple, psi de x est égal à 2 essentiel i pi sur 4. Et voilà, et donc tout champ de vecteurs pourra se représenter par rapport à ce choix de jauge, autrement dit le choix d'une base R de x dans chaque plan tangent, et se représenter par
des nombres complexes, des composantes psi de x, et en chaque point x. Donc ça fait par une fonction psi de x. En mathématiques, on appelle ça la composante du champ de vecteur. En physique, on appelle ça le champ scalaire complexe. Et comme je l'ai dit précédemment, dans la suite, on va travailler avec ces composantes complexes plutôt que des composantes réelles, tout simplement pour montrer l'analogie avec l'électromagnétisme. Et donc on aura un seul vecteur de base, r de x, et une composante complexe, psi de x, pour décrire n'importe quel champ de vecteur. Alors voici une autre illustration équivalente de ce qu'on raconte. En noir, vous voyez la surface. Pour un point quelconque arbitraire de la surface x, voici en bleu l'espace tangent, qui est le plan tangent à la surface au point x, qu'on note tx de s, et qu'on représente de façon équivalente comme ce plan vertical. Dans ce plan, comme dans n'importe quel plan tangent, on choisit un vecteur unitaire qui nous servira de repère, qu'on appelle r de x. Donc ici, c'est ce point rouge, r de x, et on peut le faire pour n'importe quel point, par exemple ici. Et donc, le long d'une courbe, comme ici, cette courbe verte gamma, on a fait un choix r de x dans chaque plan tangent. C'est représenté, vous voyez, imaginez tous les plans tangents représentés ici, parallèles les uns aux autres. Eh bien, cette courbe rouge signifie qu'on a fait un choix continu, et même différenciable, de vecteurs unitaires r de x. C'est ce qu'on appelle le choix de jauge. Maintenant, si on se donne un champ de vecteurs quelconque sur la surface, autrement dit, un vecteur tangent u de x arbitraire dans chaque plan tangent, ici représenté par cette flèche verte, et ici représenté de façon équivalente par ce point. On a fait ce choix u de x ici, un autre choix u de x' en ce point, et donc dans chaque plan tangent, on a un choix u, un vecteur u, ce qui est représenté par cette courbe qu'on appelle section du fibré tangent. Et bien, ce qu'on vient de dire, c'est que dans chaque espace tangent, u de x est égal à r de x fois un nombre complexe qu'on appelle psi de x. Et donc on passe de r de x à u de x en multipliant par le nombre complexe psi de x. Voilà, donc on passe en chaque point comme ça par le nombre complexe psi de x qui dépend de x. Et donc c'est le sens de cette fonction psi de x, ou de, si vous voulez, du champ scalaire complexe psi de x. C'est pour décrire n'importe quel champ de vecteur par rapport à ce repère arbitraire qu'on appelle choix de jauge. Voilà, donc dans ce chapitre, on prendra un petit exemple très simple pour illustrer tout ce qu'on fait. Alors, l'exemple explicite, c'est de prendre la surface S2, la sphère, dans R3, la sphère de rayon 1 dans l'espace R3, et en un point arbitraire X de la sphère, repéré par ses coordonnées sphériques θ et φ, eh bien, on peut choisir, c'est un choix, arbitrairement, comme vecteur unitaire, comme repère, le vecteur UφI, oui, ce vecteur ici, tangent, qui est, si je zoome, vous voyez, c'est le vecteur qui est tangent aux lignes de latitude, qui est tangent à ce qu'on appelle les parallèles, qui est orthogonal au méridien, qui correspond en fait, lorsque on fixe θ et qu'on augmente φ, eh bien c'est le vecteur unitaire tangent aux trajectoires. Ou on pourrait faire un autre choix naturel, c'est le vecteur unitaire Uθ, qui au contraire est tangent au méridien, tangent aux trajectoires lorsqu'on change θ seulement avec φ fixé. Donc voici deux choix de jauge possibles sur la sphère S2. Bien sûr, ces choix sont définis partout, sauf au pôle. En général, un choix de jauge se fait seulement, on le rappelle, seulement dans un petit domaine de la surface.